Bonjour tout le monde et bienvenue au Toxicast, le podcast à Montréal où on démystifie l'univers des drogues. Ce podcast est présenté par l'organisme Cumulus. Notre but est de vous informer sur les drogues afin que vous puissiez prendre des décisions satisfaisantes selon votre mode de vie. Dans cet épisode, nous plongeons dans la gestion expérientielle, une approche unique qui distingue notre organisme de toutes les autres à Montréal. Restez avec nous pour découvrir en quoi cette méthode révolutionnaire transforme l'expérience des consommateurs et consommatrices. En effet, ouais, là c'est notre premier épisode là, qui va être publié. Donc on s'est dit que c'était pertinent de présenter notre approche, mais aussi notre organisme parce qu'on est quand même assez connu, mais si Cumulus n'est pas dans l'école, les parents ou les jeunes ne savent pas nécessairement on est qui. Fait qu'on est surtout sur l'île de Montréal. Là, fait que à Montréal, les gens savent on est qui. Mais si jamais on a des auditeurs qui sont Rive-Sud, Rive-Nord ou ailleurs au Québec, là, ça se peut que vous n'ayez jamais entendu parler de nous. Là. Fait qu'on va prendre le temps de parler de notre organisme aussi là, à travers le podcast. On va se présenter aussi, étant donné que c'est notre premier podcast. Donc moi, je m'appelle Lydia, je suis intervenante en prévention des toxicomanies à l'organisme de Cumulus depuis 3 ans maintenant. Je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève. Marie-Ève, si tu veux te présenter. Certainement, merci Lydia. Donc, Marie-Ève Duquette, coordonnatrice clinique de l'organisme Cumulus depuis maintenant 4 ans, ancienne intervenante pour Cumulus depuis 2004, donc une belle expérience d'intervenante en gestion expérientielle et maintenant rendue en formation de cette belle approche-là. Aujourd'hui, on reçoit André Terrien, qui est fondateur, corrige-moi si je me trompe, André, de la gestion expérientielle. Alors, concepteur de la gestion expérientielle. Concepteur, parfait, merci. Je remercie Cumulus de l'invitation, ça fait très plaisir de ce côté-là. André, si tu veux nous nommer ton titre aussi. Là. Je suis psychosociologue, donc c'est une bête très curieuse au carrefour de la sociologie et de la psychologie. Donc, la sociologie s'occupe de la dynamique des grands groupes, des sociétés. La psychologie s'occupe de ce qui se passe dans la tête des gens, donc l'individu. La psychosociologie, c'est comment se comportent les individus dans les grands systèmes. Et c'est à l'intérieur de ce cadre-là que la gestion expérientielle a été conçue. Donc, on le dit, la gestion expérientielle, c'est l'approche de notre organisme. Mais je pense qu'on est un des seuls organismes qui utilise la gestion expérientielle, je me trompe pas? À Montréal, oui. À Montréal. Et au Québec, il y en a plusieurs autres. Donc, nous, spécifiquement à Cumulus, qu'est-ce qu'on fait? On est présent dans les écoles secondaires. On va aussi faire des ateliers au primaire et dans les écoles pour adultes, dépendamment des écoles. Donc, on va faire des ateliers en classe, que ce soit de secondaire 1 à 5, on a un atelier pour chaque année. On a aussi des suivis individuels dans nos bureaux. Donc, pour des jeunes qui ont plus de questions ou des besoins plus particuliers, on va pouvoir faire un suivi personnalisé avec ces jeunes-là. Puis sinon aussi, on aime faire des petites activités ludiques là, pour faire de la prévention sur l'heure du dîner, des choses comme ça. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble là, notre mission et nos actions dans les écoles. Excellent. Maintenant qu'on a une petite idée là, de ce qu'on fait à Cumulus, on va commencer à aller dans le vif du sujet. Parlons de gestion expérientielle avec André. Là, on parle de gestion expérientielle depuis le début. C'est quoi ça, la gestion expérientielle? Donc, la gestion expérientielle, c'est des méthodes, une application, une réflexion qui est portée sur ses habitudes de vie en fonction d'un objectif, d'en ressortir avec une vie assez satisfaisante. Donc, la satisfaction, c'est vraiment une notion centrale en gestion expérientielle. Comme on dit toujours à Cumulus, ta satisfaction, c'est la clé. On répète tout le temps ça à nos jeunes là, qui sortent d'atelier ou en suivi. Comment t'es venue au début l'idée de la gestion expérientielle? Comment ça l'a pris forme dès le début? Alors, j'ai commencé au début des années 80, dans un organisme qui était le seul au niveau de la toxicomanie, le seul à travailler avec un objectif de thérapie autre que l'abstinence. Alors déjà, à l'époque, c'était assez particulier, c'était au centre-ville de Montréal. Et donc, moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite là, dès le début de ma carrière. Enfin, pour moi, c'était naturel de dire que oui, l'abstinence, c'est un objectif tout à fait sensé, qui est efficace pour beaucoup de gens. Aucun problème avec ça. Par contre, on constatait, études à l'appui, que cet objectif-là échouait avec quand même un nombre assez important de gens. Et à ce moment-là, on offrait d'autres stratégies, comme par exemple le contrôle de la consommation, mais il y en a plusieurs autres de ce côté-là. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement s'est préoccupé des mineurs. Avant, il y avait rien. Côté des écoles, par exemple, il y avait pas d'intervention.
Mais tout à coup, l'âge de la première consommation a descendu sous la barre des 18 ans. Donc, le directeur s'est tourné vers son équipe et il a dit non, on reçoit des demandes d'école pour venir rencontrer les jeunes là-dessus. Qui voudrait s'en occuper? Il y a personne qui a levé la main. Les intervenants étaient formés pour travailler avec des adultes, puis ils se voyaient vraiment pas travailler avec des jeunes. Donc, dans ce temps-là, on se retourne vers le dernier arrivé. C'était moi. Donc, voilà, on m'a donné le mandat d'aller dans les écoles. Moi, c'était plutôt agréable. J'étais jeune, donc ça me dérangeait pas. Puis je me disais, dans le fond, ça va être des vacances. Je sors du centre de traitement, je m'en vais dans les polyvalentes, puis je m'en vais dire une grosse vérité que tout le monde connaît. Ça sera pas difficile de faire le travail. Mon travail, c'était de dire, attention les jeunes, la drogue, c'est dangereux. Ben voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est qu'après 6 mois de centaines de rencontres dans des dizaines de polyvalentes écoles secondaires, je me suis aperçu que mon message ne passait pas. Pas du tout. Soit que les jeunes gardaient le silence pendant tout l'atelier, ils me laissaient déblatérer mes choses, là, puis à la fin, ben voilà, c'est tout. Mais je sentais que j'avais aucune prise sur eux. Ou alors, de temps en temps, il y a un leader là, qui prenait la parole au nom du groupe et qui disait, écoute André, ouais, ok, t'es jeune dans ton centre qui ont des problèmes avec la drogue, mais nous, là, vraiment, on te le dit, là, la drogue, c'est n'importe quoi sauf des problèmes. Fait que là, je t'ai rendu que je me choquais contre les jeunes. En disant, ben voilà, t'es responsable, c'est toi que je vais voir dans mon centre dans 6 mois. Il est temps de partir, là, c'est pas tendé, là. Fait que là, il y a eu des collaborateurs, des collègues qui m'ont dit, ouais, mais André, ça fait 6 mois que tu entends ce message-là. Est-ce que ça se pourrait qu'au fond, il y a une certaine vérité? Là, j'étais là, non, mais vous êtes sérieux, vous? Ben, ils me regardent, ils disent, tu bois de l'alcool? Oui, mais ça, c'est pas... c'est différent, c'est pas la même chose. Ouais, tout le monde dit ça. Là, j'étais bien embêté là, avec cette question-là. Donc, on a fait une revue de littérature avec l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça faisait depuis 30 ans, sur les 3 continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, l'Amérique, que les jeunes au sondage répondaient tous de la même façon. C'était que pour 80% d'entre eux, la drogue n'était pas un problème, mais bien plutôt une source d'avantage, que ce soit d'argent, que ce soit des amis, que ce soit le buzz, le trip, etc. Et 20%, oui, là, il y avait vraiment la dynamique de problème là, de consommation de drogue. Mais ça nous laisse avec 80% qui vont pas accrocher là-dessus. Alors, tout à coup, moi, ma question, c'était comment ça se fait qu'une expérience qui débute dans le plaisir, les avantages, tout à coup se transforme pour certains d'entre eux en quelque chose qui est un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et là, à ce moment-là, ben, on a commencé la recherche au niveau du cerveau était en effervescence, il y avait des nouvelles données. On a plongé là-dedans et on s'est dit, moi, je me suis dit, si je suis pas retourné dans les écoles, désolé, là, mais j'aurais pas comme ça le message qu'il faut pas toucher à ça, c'est l'abstinence totale. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais avoir autre chose d'intelligent à dire. Et on a développé à partir de ce moment-là la gestion expérientielle. Ça a pris à peu près 5 ans pour lui donner des bases assez solides. Depuis ce temps-là, ben ça n'arrête pas. Il y a eu des applications de la gestion expérientielle, évidemment, au Québec, un peu partout. Mais en Ontario, il y en a eu au Portugal, en France, en Belgique, etc. C'est une réponse qui plaît à beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions, qui voient bien que le message d'abstinence, qui est pertinent, je le répète, ne s'applique pas. Pas avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis avec les jeunes encore moins, parce que les jeunes ont évidemment tendance à voir l'horizon très joli, très beau. Donc, leur parler d'un problème, t'accroches pas, là. Ouais, le sentiment d'invincibilité aussi, là, de dire comme, ça peut arriver à un autre, mais ça m'arrivera pas à moi, là. On l'a tout vécu, je pense, au secondaire. L'approche de l'absence, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était un policier qui venait nous parler du cannabis à l'école. Puis c'était toujours, si tu fumes du cannabis, tu vas finir, t'es toxicomane, tout ça. La théorie de l'escalade qu'on connaissait. Ouais, exactement, c'est ça. Puis moi, je me souviens, ça avait marché parce que moi, j'avais peur de l'autorité quand j'étais jeune. Mais je pense à tous les autres jeunes qui roulaient des yeux dans ma classe quand le policier était venu, puis tu le sais que ça l'a pas fait de chemin dans leur tête, là. Les études montrent que quelqu'un comme toi, un jeune comme toi, n'a pas besoin de prévention, en fait. Ouais, parce que toi, comme tu respectes le cadre, tu respectais le cadre et tout, t'aurais pas fait des débordements de toute façon. Donc, c'est pas à toi qu'on s'adresse quand on réfléchit, là. C'est pas à toi qu'on s'adresse avec la prévention. On s'adresse à ton voisin de droite. Puis lui écoute le policier. Puis lui, dans sa tête, c'est, ben, tu sais, OK, on peut faire des conneries. Après ça, on s'en sort.
Ouais, c'est ça. Exactement. Puis ça reste que là, ça, c'est à lui qu'on s'adresse, là. c'est ça, absolument. Puis on s'entend, moi, c'est des jeunes comme moi, je pense qu'ils étaient en minorité là, quand je pense à mon école, quand j'étais au secondaire. Puis même encore là, ça, c'était quand j'étais jeune, adolescente. Après ça, on a des expériences de vie aussi qui fait qu'on apprend que c'est pas tout noir ou tout blanc non plus. Fait que l'âge aussi, je pense que ça l'a perdu un peu cette chose-là. J'ai fini par consommer moi aussi là, dans ma vie. Fait que ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je pense que la GE est aussi importante parce que c'est justement, comme on dit tout le temps, en équipe, c'est universel. Fait qu'un jeune qui a peur, un jeune qui consommera jamais de sa vie, peut quand même apprendre de la gestion expérientielle. Parce que si t'es satisfait de pas consommer, ben c'est parfait. Fait que moi honnêtement, je me souviens quand j'ai appris un peu plus sur la gestion expérientielle, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un horizon que j'avais jamais pris en considération en intervention. Puis j'espère en tout cas que le podcast va aussi faire connaître ça à plus de gens, puis que ça va aussi ouvrir les horizons de d'autres personnes. Ben, quand tu dis ouvrir les horizons, tu es vraiment au cœur de la gestion expérientielle. C'est un changement de paradigme, vraiment, les mots sont vraiment exacts, là, un changement de paradigme. Ça veut dire que tu regardes les mêmes choses qu'avant, mais pas de la même façon. Alors, par exemple, un jeune qui arrive puis qui dit, moi, j'ai pas de problème avec les drogues, j'en consomme beaucoup, mais ça me fait presque rien. Alors, si tu es dans le paradigme de l'abstinence, des problèmes, ça sonne des cloches, ça. Hey, tu consommes des grosses quantités, ça fait plus rien. As-tu une idée de comment ton cerveau fonctionne aujourd'hui? Puis là, le jeune se rebiffe, puis là, on se dirige dans le mur. Bon, si tu changes de paradigme et tu utilises le critère de la satisfaction pour rejeter un regard avec le jeune sur sa propre vie, tu dis, c'est quand même étrange parce que moi, dans ma vie, quand je paye un gros prix pour quelque chose, je veux que ça me fasse effet. Ouais, tu me dis que tu consommes beaucoup, mais que ça te fait pas effet. On arrête. On dit rien d'autre. Et là, le jeune, il hésite, puis là, il dit, ouais, c'est vrai que ça me coûte cher. Ben oui. Mm-hmm. Et là, on commence une relation. Mais c'est pas moi qui l'ai initié. Mm-hmm. C'est lui, parce que tout à coup, il pose un nouveau regard. Un regard qui n'est pas un jugement en partant. C'est à lui de décider. C'est qu'est-ce qu'il va faire. Mais ça interpelle quand même. Tu mets beaucoup d'argent dans quelque chose qui te fait pas d'effet. T'es sérieux, toi? Mm-hmm. Ouais. Ben, on dirait que c'est quelque chose qui ressort souvent. Quand la première fois qu'on rencontre un jeune dans notre bureau, ça va être, moi, j'en ai pas de problème. Tout va bien. Fait que parce qu'il y a pas de problème, ça veut pas nécessairement dire que le jeune est satisfait. Puis c'est quand on se met à regarder avec lui, qu'on se met dans ses souliers puis qu'on lui dit, OK, ben, parfait, t'es satisfait, parle-moi de ta consommation. En général, sans nécessairement avoir un objectif de le faire arrêter ou de le faire diminuer. C'est là qu'il ressort, ouais, mais c'est vrai que c'est plus aussi le fun qu'avant parce que je me suis désensibilisée. Mm-hmm. Puis là, on a de quoi travailler. OK, fait que tu t'es désensibilisé. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit le plus le fun possible puis que ça reste pour le plaisir? Parce que c'est ça notre but à Cumulus, là, que les jeunes soient heureux, satisfaits, qu'il y ait du fun. Fait que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va aborder tout le temps là, avec les jeunes, plusieurs sphères aussi. Là. Ce qui est fascinant avec les jeunes aussi, c'est que, tu sais, sont tellement habitués d'avoir une posture d'expert devant eux. Le gestion expérientielle, c'est une posture d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on accompagne la réflexion. On est directement à côté du jeune et on n'est pas là pour l'amener en quelque part. Mais nos jeunes sont tellement habitués que quand ils vont rencontrer des intervenants, ils sont dans une posture un peu d'expert en avant d'eux. C'est que la première question qu'ils nous posent, c'est « Toi, là, est-ce que tu penses que j'ai un problème de consommation? » Et là, en gestion expérientielle, on ne répond pas à ça. Puis souvent, l'intervenant est porté à répondre avec sa lunette de tout ce qu'il a appris comme théorie, puis de ce qu'on entend dans la société, qu'est-ce que c'est un problème. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ouais. Exact, puis de se prononcer. Puis en gestion expérientielle, quand on est devant, c'est premièrement, on pose la question, pourquoi c'est important pour toi de savoir ce que moi je pense de ta situation. Puis ce qu'on arrive à leur dire, c'est si moi je te réponds sur as-tu un problème de consommation, mais je te réponds en fonction de mes propres valeurs, de mes propres perceptions de ce qu'est un problème. Qu'est-ce qui serait problématique dans ma vie à moi? Et là, je vais porter un regard. Puis en gestion expérientielle, ben là, c'est toi, est-ce que tu considères que tu as un problème ou pas? C'est ça, c'est toi l'expert en gestion expérientielle. Ouais. Puis l'agent GE, là, qui est devant cette personne-là, peu importe le problème, on n'est pas là pour le juger, puis ça peut aller d'un extrême à l'autre, comme par exemple, une personne qui arrive avec une situation qui nous confronte nous-mêmes
même dans nos propres peurs, perceptions, tout ça. Là, on va être hyper impressionné de la situation, puis là, on va vouloir des fois, mettons, travailler en urgence. De l'autre côté, qui est, mettons, le jeune qui arrive puis qui dit qu'il est pas satisfait de sa conso, mais quelque chose de très banal. Là, on va être porté aussi à apporter un regard là-dessus. En GE, il faut vraiment se dégager de ça. Les propos qu'on tient peuvent paraître un peu légers, fleur bleue. La satisfaction, on écoute le jeune, on l'accompagne. Il y en a que ça choque beaucoup. Puis je peux les comprendre parce que c'est une matière sérieuse. Et là-dessus, on peut les rassurer. Il y a des études, il y a un cheminement, il y a du travail qui est fait comme ça. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont dire, ben là, si le jeune te dit, je suis satisfait, ben vous arrêtez de travailler, il est satisfait, tout est beau, voilà. Ça, c'est, on peut comprendre, mais c'est un peu léger comme critique. Parce que si vous essayez d'un autre côté, l'autre stratégie qui serait de dire aux jeunes, tu peux pas être satisfait. Ça va pas à l'école, ça va pas avec tes parents, etc. Les policiers te connaissent par ton prénom. Non, ça peut pas être satisfaisant. C'est étude à l'appui, on se dirige vers le mur avec ça. C'est très, très rare que le jeune arrête, pond en larmes et se dit, vous avez entièrement raison, ma vie est un cauchemar, mais j'osais pas vous le dire. Ils sont pas stupides, là, ils le savent aussi, ils sont conscients de leurs propres expériences, là, ben oui. Eh ben, c'est justement ce que tu viens de dire là qui est la clé. Tu parlais de clé, là, plus tôt. Ouais. C'est qu'il le sait. Mais est-ce qu'il peut le dire? C'est ça, la différence. C'est pour ça qu'avec la GE, on parle d'un changement de paradigme. Je suis satisfait. OK. Là, il y a déjà un moment de silence, là. Eh ben, déjà, à ce moment-là, il y a des jeunes qui vont en profiter pour dire, ouais, OK, je suis satisfait, mais c'est peut-être pas parfait partout. Déjà, la porte vient de s'ouvrir. Ensuite, l'intervenant en gestion expérientielle dispose d'autres outils pour maintenant prendre d'autres directions. Par exemple, tu es satisfait, OK, je l'entends. Maintenant, est-ce que tu aimerais être encore plus satisfait? Ça désarçonne. Ils n'ont jamais entendu une phrase comme ça. Qui ne voudrait pas être plus satisfait? Donc là, tout à coup, il commence à poser des questions. Mais est-ce que ça se peut? Comment? Puis, mine de rien, on vient d'amorcer une relation, on vient d'amorcer un accompagnement qui est de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de réflexion derrière cette approche-là. Oui, c'est pas habituel, puis on peut se poser des questions, mais c'est très sérieux comme approche. Puis surtout, c'est une approche alternative. Exact, c'est ça. J'allais dire aussi, tu sais, au niveau de la satisfaction, tu sais, ce qui est intéressant aussi de travailler en GE, c'est que des fois, la notion de satisfaction, quand on dit à un jeune ou à n'importe qui dans notre société, le mot satisfaction, c'est comme, là, je le mets un peu en image, mais c'est comme si c'était une boule qui est en haut, qu'on essayait toutes d'atteindre la satisfaction de quelque chose. Et en gestion expérientielle, c'est ce qu'on essaie de déconstruire. Tu sais, un peu le concept de bonheur aussi, puis de satisfaction, c'est pas quelque chose d'absolu. Tu sais, la satisfaction sera pas non plus absolue, puis le point le plus top. Tout le monde a des limites. En gestion expérientielle, c'est d'amener la personne aussi à être satisfaite de son mode de vie, oui, mais pas complètement dans l'absolu, en fonction de tes limites à toi, lesquelles qu'il faut absolument que tu tiennes compte, puis lesquelles que toi, ça te dérange un peu moins. Puis là, c'est d'amener le jeune à découvrir ces limites-là aussi, parce que des fois, ils les connaissent pas. Le jeune, c'est déjà très bien. Là, on parle des jeunes, mais on pourrait parler des adultes. C'est déjà très bien la plupart des informations. Il sait si ça va bien dans sa vie ou pas. Et il vit sa vie. Donc, pour lui, c'est pas un problème. L'histoire, c'est à qui il peut le dire et comment il va le dire. C'est ça qui est tout le problème de ce côté-là. Ce qui fait qu'en GE, notre matière première pour travailler, c'est l'intervenant et non pas le jeune. Il faut avoir un intervenant qui est habile, qui a changé de paradigme, et ça se fait pas facilement, pour arriver à des résultats là-dessus. Mais après, au niveau de la satisfaction, une fois que la confiance est de mise, combien de fois c'est le jeune lui-même qui va arriver avec des sources d'insatisfaction? Donc toi, dans ta vie, tout va très bien. Oui. Maintenant, as-tu autre chose à dire sur le sujet? Silence de quelques secondes, tout à coup, mais pour mes parents, ils sont pas satisfaits de moi. OK, là, on vient de progresser. C'est ça. Lui, ses parents, mais c'est important d'en tenir compte. Donc, c'est lui ou elle qui nous indique les pistes où on peut travailler. Des outils comme, par exemple, la grille de satisfaction-motivation, qui est un des outils en gestion expérientielle, d'aller chercher quelle est la piste qui est la plus parlante pour le jeune
au niveau de l'analyse de sa situation. Absolument. Moi, j'ai déjà eu un jeune, justement, qui est volontaire, là, qui venait dans mon bureau à chaque semaine. Puis on s'était rendu compte en faisant la grille de satisfaction que lui, l'enjeu, c'était ses finances. Il était satisfait de sa consommation. Il trouvait juste que ça lui coûtait cher, tu sais, d'aller à l'école. On n'a pas tout le temps de travailler. Puis il trouvait que ça lui coûtait cher. Fait que c'est sur ça qu'on a travaillé. Puis ça n'a pas besoin d'être autre chose. On dirait souvent, les intervenants, on a comme une espèce de besoin de sauver. Hein. On veut sauver le monde, on veut aider les gens. Mais avec la GE, il faut qu'on se dissocie de sauver égale arrêter la consommation. Parce que ce jeune-là, même si on lui dit d'arrêter, on fait juste répéter la même chose que ses enseignants, ses parents. Tout le monde lui dit déjà qu'il doit arrêter de consommer. Puis souvent, on est comme l'exception dans la vie de la personne qui dit OK, si t'aimes ça, on va continuer dans cette direction-là, puis on va jouer sur ce que t'aimes pas. Puis c'est là qu'on voit que dans l'opinion publique, il y a des doubles standards, hein, parce que je sais pas si c'est toi qui m'avais donné cet exemple-là, Marie-Ève. Mais quand on parle de consommation, quelqu'un qui prend des risques, mettons le fameux pot de pilule, là, que tout le monde met des pilules inconnues, qu'on fait juste piger une pilule puis qu'on la prend sans savoir c'est quoi. Ça, les gens vont juger des pratiques comme ça, une consommation comme ça. Mais quelqu'un que son travail, je sais pas moi, c'est des sports extrêmes, là, de faire du snowboard dans une avalanche. Ça, on va mettre énormément de, comment je pourrais dire ça? On va vénérer quelqu'un comme ça. Exactement, on va glorifier un comportement comme ça parce que c'est impressionnant, c'est du sport, fait que c'est plus santé. Souvent, on va avoir l'impression. Mais pourtant, c'est un gros risque. La personne met sa vie en jeu. Mais tu sais, si cette personne-là, justement, se blessait puis pouvait plus marcher, on serait comme, t'as vécu ta vie, bravo. Genre, t'as eu du fun, t'as vécu des sensations, mais quand c'est de la consommation, là, ça, c'est mal vu. Fait que il y a beaucoup de doubles standards puis c'est ça qui est cool avec la GE, c'est qu'on reconnaît que toutes ces choses-là, le plaisir, c'est du plaisir. Peu importe comment on l'a, c'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas bien. Fait que c'est là que je pense qu'on rejoint beaucoup de jeunes parce que c'est enfin quelqu'un qui comprend que moi j'en ai du fun. Fait que pourquoi j'arrêterais? Au même titre que son copain à côté de lui va répondre moi j'en ai pas de plaisir avec ça. Absolument. Les deux discours peuvent coexister. Pourquoi? Parce que les individus sont différents, les contextes sont différents, donc les réponses sont pas toutes les mêmes. Et c'est là où je te rejoins, Lydia, ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Exact, c'est ça. Tout à fait. Puis la GE, c'est ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet vraiment de travailler avec les personnes aussi qui aiment les risques. On le disait un peu tantôt, la prévention, ce qu'on fait comme travail en gestion expérientielle pour celles et ceux qui un message, par exemple une publicité qui informe, forme de dire c'est pas bon puis faites-le pas. Il y a une partie de notre population qui va adhérer à ça sans questionner, sans aller fouiller. C'est une bonne information, une mauvaise informations qui vont juste prendre l'information puis ça va être suffisant pour ne pas y aller. Mais il y en a d'autres individus puis il y a une partie de notre population puis nos adolescents aussi qui sont en construction, qui sont en réflexion de qu'est-ce que j'aime moi puis j'aime ça tester les risques ou pas. Cette approche-là va servir à nos jeunes qui se questionnent sur les risques puis qui vont aimer peut-être des fois transgresser des limites. Fait que la prévention va vraiment servir à ces gens-là. Des fois, à vous entendre parler, il y a des gens qui vont avoir une réaction d'impatience. Alors, non, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut s'entendre là? Il y a des limites, là. Moins de risques, on élimine les risques. Voilà, c'est mieux, c'est pas difficile à comprendre, c'est mieux, tu vois. Là-dessus, il y a plusieurs façons de répondre, mais il y en a une assez directe. Parce que cette approche-là des risques est basée sur la connaissance des conséquences. Des risques que l'on prend. OK, maintenant, si on pense à des jeunes, si un jeune est complètement conscient de tous les désavantages d'avoir des enfants. Là, je parle aux parents, là. Pas de nuit, l'argent investi, les couches, l'ingratitude après, ça finit plus, là. S'ils étaient vraiment conscients de ça, est-ce qu'ils auraient des enfants? Ça prend une part d'inconscience pour se lancer dans cette aventure-là et heureusement, puis aussi où la réponse, c'est pas de connaître tous les risques puis d'en tenir compte dans l'équation en voulant dire j'obéis à ça. C'est pas ça. Encore une fois, c'est l'être humain. On se doit de les informer des risques. Attention, là, il y a une partie d'information. Absolument, ouais, d'information. Et une fois qu'on a fait ça, après, il reste la question, donc, et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que c'est pour toi? Oui, non, pourquoi et tout. Et c'est là où il y a un accompagnement en GE qui est différent des autres approches classiques. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais du déni des jeunes? Le déni de leur réelle situation. Le jeune, il me parle de plaisir, puis là, pourtant, je vois ses notes descendre, puis qui sont malaisés avec le fait qu'on utilise une approche comme ça avec des adolescents, puis qui dit, qu'est-ce que tu fais de leur déni?
Qu'est-ce que tu réponds? Alors, une partie de la réponse est dans l'histoire que j'ai racontée, c'est-à-dire que il y a une certaine partie du déni qui est santé. Si je devais être au courant de tous les risques que je prends dans une journée, je serais pas très actif dans la journée parce que On sortirait pas de chez nous. C'est infini. Puis Lydia nous a apporté la nuance de dire, en plus, dans tous ces risques-là, c'est jugé inéquitablement. Mm-hmm. Il y a des risques qui sont plus risqués pour une raison ou pour une autre, là, mais qui nous appartiennent pas de ce côté-là. Fait que déjà, il y a ça. Ensuite, moi, c'est que le jour où le jeune me dit, j'ai fait du déni, je suis d'accord, il a fait du déni. Mais tant que lui, il l'a pas dit, devinez à qui appartient la phrase, il fait du déni. Ça appartient aux parents, ça appartient à l'intervenant. Eux, ils voient le portrait selon leur paradigme et selon ce qu'ils voient, tu peux pas dire que tu as du plaisir, tu peux pas dire que tu es en équilibre. Ouais, mais il le dit. Alors là, il y a une confrontation. Fait que la plupart du temps, le problème vient de la personne qui est supposée faire de l'accompagnement, mais qui arrive avec une grille et qui juge l'autre en disant le jeune fait du déni. J'avais un intervenant qui travaillait avec un ado de 15 ans. La situation se dégradait à l'école, consommation de cannabis très importante. Il l'accompagne. Et puis à un moment donné, ils s'entendent pour dire que bon, ça serait bien qu'il arrête. Il y a eu beaucoup de pression de la part de la direction, de la part des parents. Donc, il a décidé que lui capitulait, puis il a dit, OK, je vais essayer d'arrêter. La semaine suivante, il mettait son poing au visage de son père. Quand on regarde la situation rétroactivement, on se rendait compte que ce jeune-là, le cannabis avait un rôle dans sa vie. C'était quoi? C'est qu'à la maison, la situation était complètement pourrie entre les deux parents. Ça s'engueulait, il y avait de la violence. Et sa seule façon de supporter ça sans lui-même exploser, c'était de fumer. Et si tu y enlèves le cannabis, tout à coup, il n'y a plus sa stratégie, ben à un moment donné, la pression a monté. Donc, quand j'ai dit à l'intervenant, écoute, c'est classique ton intervention, il n'y a rien à reprocher, mais grosso modo, tu étais un peu à l'origine du nouvel écart de conduite du jeune. C'est toi qui l'as fait. Là, lui, c'était, ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Mais en même temps, en regardant la situation, je disais, regarde, c'est la stratégie de ton jeune. Oui, mais c'est pas une bonne stratégie. OK. Mais si tu y enlèves le cannabis, fournis-lui une autre stratégie et aussi rapide, aussi efficace, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Oui, parce que trouver quelque chose qui a les mêmes effets, c'est dur aussi, là. Ben oui. Va parler avec tes parents et exprime-toi sur le conflit. Hey, tu t'en vas sur le champ de bataille puis tu dis aux gens de tirer sur moi, là. C'est à peu près ce que ça. Demande aux jeunes de parler aux jeux, là. C'est quand même assez rare, là. Tu sais, on en parlait cette semaine, nous, là, justement, du fait que les jeunes, on arrive souvent rapidement avec une alternative à la consommation. Puis tantôt, André te dit quelque chose. Il faut que ça soit aussi rapide, efficace et qu'il manque autant pas d'efforts. C'est ça qui arrive souvent. On est comme, bon, au lieu de consommer, je joue de la guitare. Il faut t'apprendre à jouer de la guitare. Et ça, c'est un lien un peu, des fois, rapide au niveau de l'alternative. Fait qu'il faut aussi amener le jeune à faire le deuil que si, admettons, il doit ou il veut aller vers une alternative, il faut qu'il ait conscience qu'elle sera peut-être pas autant efficace. Elle va peut-être demander plus de temps. Qu'est-ce que tu es prête à investir comme énergie, comme telle affaire? Puis ça va être à la personne, après ça, à décider est-ce que je vais vers une alternative ou pas. Mais souvent, c'est ça, on est un peu dans le, hey, au lieu de consommer, là, trouve-toi une passion. Tu sais, puis on arrête là. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était si facile. Exactement. Tu sais. Tu m'amènes sur un terrain très intéressant pour la VE, les passions. Parce que se trouver une nouvelle passion, parachutisme, sport extrême, ça va obéir aux mêmes lois que la toxicomanie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une désensibilisation, il va y avoir une recherche éperdue de l'augmentation du risque au fur et à mesure. Le bungee, par exemple, c'est d'aller le plus près possible du bitume ou de l'eau. En parachute, c'est de déclencher son parachute à la dernière seconde. Du sol, voilà. Ben, ça, c'est des effets. Pourquoi est-ce que ça ressemble à la consommation de drogue? C'est parce que la GE attire notre attention, mais ça, c'est pas la GE qui a trouvé ça, c'est les spécialistes du domaine. Mais que le plaisir tire son origine, non pas de l'objet extérieur, mais bien du cerveau lui-même. C'est notre cerveau qui cause le plaisir. Par exemple, si je vous donne la tablette de chocolat, techniquement parlant, il n'y a pas de plaisir dans la tablette de chocolat. C'est une tablette de chocolat, c'est un composé de différentes choses, glucides, sucre, cacao, etc.
La preuve étant qu'il y a des gens qui aiment pas le chocolat. C'est pas forcément le chocolat qui vont vivre du plaisir, ils aiment pas le chocolat. Mais quand on regarde quelqu'un qui adore le chocolat, à l'opposé, là, très rapidement, on s'aperçoit, pensez-y, la personne a seulement le morceau de chocolat dans ses doigts, il n'y a pas goûté encore, là. Et déjà du plaisir. Déjà les yeux agrandis, le tremblement, oh mon Dieu, ça va être faux. Le plaisir n'est pas dans le chocolat. Le plaisir est dans le cerveau et le cerveau récompense cette personne-là par rapport à ce qui s'en vient en termes de glucides, de sucre et tout. Le plaisir nous appartient. C'est pour ça qu'on peut pas juger du plaisir de l'extérieur. Franchement, arrête l'alcool. Je veux dire, c'est même pas bon pour toi. Bon, à moins que la personne soit un pissenlit puis elle n'est pas capable de réfléchir sur sa vie, là, si elle continue à consommer malgré ce que tu dis, c'est qu'il doit y avoir des avantages, dont un très probable, c'est le plaisir de consommer de l'alcool. Donc, c'est un plaisir illusoire, c'est un plaisir. Là, tu es en train de juger selon tes propres critères à toi. Toi, quand tu bois de l'alcool, sur une échelle de 10, là, c'est 1, 2, 3, voire moins 1. Si tu es malade, à chaque fois, tu bois de l'alcool. Mais l'autre personne en face de toi n'a pas nécessairement cette réaction-là parce que chaque cerveau est différent. Et cette trouvaille-là concerne également la douleur, la souffrance de quelqu'un. C'est pas lié à l'objet extérieur. C'est lié au cerveau qui va provoquer l'expérience. Un enfant qui tombe, là, puis qui se blesse en tombant, est-ce que c'est douloureux? Ben, on le sait pas. C'est l'enfant qui va nous dire si c'est douloureux. Parce qu'il y a des enfants qui ont même pas tombé, ils ont failli tomber. Le cerveau est tellement bon à créer la douleur que juste à la perspective de peut-être qu'on aurait pu tomber va causer une grande douleur. Et là, tu as les adultes autour qui disent tu veux pas avoir mal, t'es pas tombé. Oh! La douleur n'appartient pas à l'objet extérieur. Il est dans le cerveau. Fait que tu trouves pas que t'as trop bu puis vomir le matin, là. T'en as pas assez de vomir le matin. Il y a des gens, vomir le matin, le cerveau va mettre un 10 en termes de douleur. Ces gens-là, généralement, boiront pas d'alcool. Parce que là, sauf s'ils ont d'autres raisons là, très fortes. Mais il y a d'autres personnes, vomir, c'est un 1 sur 10. Donc, OK, mais par rapport au fun que j'ai eu, regarde. Ça a valu la peine. Ça a valu la peine, tu vois. On n'a pas le choix de passer par de l'écoute. C'est ça, la GE. C'est d'aller avec l'individu, lui dire, toi, ton cerveau, il fonctionne comment, là? Les plaisirs, comment tu ça, la récupération, la douleur, comment tu gères ça? Puis là, les gens apprennent beaucoup sur eux à travers cet accompagnement. C'est ça. C'est pour ça qu'on répète toujours en atelier, c'est pas la drogue qui est négative, c'est la relation que la personne va entretenir avec la substance qui peut devenir négative ou qui va être négative. Parce que on prend tout le temps l'exemple, tu sais, là, on se fait souvent parler des drogues dures, des drogues douces là, en atelier. Là. Madame, c'est quoi la drogue la plus dangereuse? Puis en GA, on peut pas répondre à cette question-là parce que c'est de dire que l'objet extérieur, justement, c'est lui qui est dangereux, alors que c'est vraiment, tu sais, oui, on va parler d'intensité, on va dire qu'il y a des drogues plus intenses que d'autres, mais il n'y a pas de drogue plus dangereuse que d'autres. Une personne pourrait avoir une relation vraiment très négative et nocive avec une drogue qui est acceptée dans la société comme la caféine, par exemple. Et quelqu'un pourrait être hyper insatisfait de sa consommation de café et super satisfait d'une consommation d'une drogue qu'on démonise vraiment beaucoup, comme, je sais pas, l'héroïne. Ça, les drogues injectées, ça fait peur. Les gens vont dire que c'est des drogues dures. Mais on voit pas tout le portrait de toute la population non plus, tu sais, fait que des fois les images que les gens ont de la consommation, ça peut être teinté. Mais tout ça pour dire, là ce qu'on dit, c'est sûr que pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être un peu confrontant là, genre, on dit beaucoup de choses là, de normaliser l'héroïne, on n'essaie pas de dire que la consommation c'est banal ou que il y a aucun risque, des choses comme ça. Je reviens sur tes drogues dures, drogues douces. Ça m'est arrivé à quelques reprises. J'ai un jeune devant moi, ça fait 3 fois qu'il se bat parce que sa blonde a parlé à quelqu'un d'autre. Puis là, il vient me voir puis il dit, je vais arrêter le cannabis. Je dis, ah oui, pour des gens, une drogue douce. Non, pour moi, c'est une drogue dure, c'est clair. Ben, j'ai dit, moi, si tu me permets une opinion, là. Ta blonde, c'est ta drogue dure. Là, ben, ma blonde, c'est pas une drogue. Rappelle-toi, ça se passe dans ton cerveau avec les neurotransmetteurs. Fait que ta blonde est aussi puissante sur ton cerveau que ton cannabis, là. Puis ça a l'air que ta blonde, elle provoque beaucoup de changements dans ton comportement. Ah ouais, mais je suis pas capable d'avoir que jaser avec quelqu'un d'autre. Fait que là, on a commencé à travailler moins sur le cannabis. Éventuellement, s'il veut revenir sur l'objectif, c'est pas un problème. Mais en premier, c'est quelle place occupe dans ta vie ta blonde, là, tu payes cher là, pour sa consommation, entre guillemets, là.
Ouais, c'est ça. Puis on rappelle, encore une fois, c'est pas l'objet, c'est pas la blonde le problème, c'est la relation. Tu sais, fait que c'est super pertinent. Ouais. Il y a des limites à l'AGE. OK? Fait que c'est sûr que les limites sont peut-être un peu plus poussées que d'autres approches, mais je pense que ça serait pertinent qu'on parle. C'est quoi les limites de l'AGE qui fait que c'est pas infini, là, qu'on va pas nécessairement laisser un jeune, se détruire, mettons, dans sa consommation ou dans ses habitudes de vie. C'est quoi les limites qu'on doit respecter dans la gestion expérientielle? Il y a deux principales limites qui sont ressorties à travers les années. La première, c'est la santé mentale. Donc là, s'il y a d'importants problèmes de santé mentale, comme l'AGE demande à l'individu de faire un autoportrait sur lui-même, la santé mentale agit comme un filtre qui l'empêche d'avoir cette objectivité-là éventuellement. Donc ça, c'est pas indiqué. Deuxièmement, il y a aussi la notion d'urgence. Si la vie de l'individu est en danger, je ne vais pas commencer à lui dire à quel point il est satisfait de son mode de vie, ça marche pas là. Donc là, on travaille en premier sur l'urgence. Il y a une troisième et dernière limite, c'est le lien de confiance avec l'intervenant. Si la personne sent qu'il y a des enjeux dans la relation, par exemple, je parle à un intervenant qui va faire un rapport au juge ou au tribunal. Là, c'est clair qu'aller tout dire, parler librement comme on a besoin que ça se fasse en gestion expérientielle, ça risque de pas être au rendez-vous. Ça peut, mais c'est beaucoup plus difficile de ce côté-là. Donc ça cause certains problèmes. Puis il faut en être conscient parce que comme tu l'as dit, on laisse pas l'impression qu'on ne parle que du plaisir. Je répète, l'approche c'est de dire comment ça se fait que ce qui commence dans le plaisir se termine dans la douleur, souffrance pour certains. Qu'on aborde vraiment sérieusement. Puis tu vois ton exemple de l'héroïne, on l'entend souvent. Mais il faut savoir que toutes les drogues à l'heure actuelle sur le marché, toutes, il y a une majorité de gens qui en consomment sans avoir de problème. Une minorité qui est toujours trop importante, puis les dégâts sont dévastateurs, qui connaît d'immenses problèmes avec ça. Mais je vous donne un exemple parmi 1000 dans ma carrière. Je me suis retrouvé dans un centre de traitement pour toxicomanes. Alors, si vous voulez des gens qui ont souffert, puis c'est un centre spécialisé au niveau de l'héroïne. Voilà, on est en plein dans le débat. Et là, on me laisse seul. Je savais pas que je me retrouvais dans cet endroit-là. On me laisse seul avec un groupe qui vient de finir une thérapie. Ils sont une quinzaine à peu près. Et on me présente comme celui qui parle du plaisir de l'héroïne. Alors, déjà au départ, ça, je suis pas d'accord avec cette expression-là. Ça a rien à voir. Là, je suis pris avec des gens qui me regardent tous comme j'ai l'air le dernier des cons. Ça se peut pas, là. Fait que le thérapeute vient me prendre à part puis dit non mais c'est quoi ces histoires-là de parler comme ça? Rapidement je réfléchis, il n'y a pas le langage commun, ok, bon, fait que je le regarde, je dis écoute, dans toute ta carrière, toi tu as eu des problèmes avec l'héroïne, c'est évident, mais non. Mais dans toute ta vie, t'as jamais vu quelqu'un qui était capable de consommer de l'héroïne sans avoir de problème? Il me regarde, il dit ben non. Il dit par exemple mon frère. J'ai dit, ah bon, ton frère, quoi? Il dit, le chanceux, remarquez l'expression. Le chanceux, il est capable d'en prendre de temps en temps, selon les circonstances. Il mettra jamais trop d'argent là-dedans. Je sais pas comment il fait, mais moi, je suis incapable. Moi, si je commence une fois, c'est fini, je vais aller jusqu'au bout. Fait que j'ai dit, tu vois, c'est ça qu'on explique à la population. C'est que pour certaines personnes, dans certaines circonstances, c'est un cauchemar. Pour d'autres personnes, dans d'autres contextes, c'est pas nécessairement un cauchemar. C'est le même produit, mais c'est pas la même expérience. Fait que si on le fait avec l'héroïne, on le fait après avec un paquet d'autres notions là, de ce côté-là. C'est ça. Puis tu sais, il faut spécifier que la gestion expérientielle, c'est pas juste pour les personnes à qui ça s'applique pas, que justement, ils sont capables de le faire juste de temps en temps. Parce que la gestion expérientielle, ça peut vraiment être jumelé avec n'importe quelle autre approche. Là, on le dit souvent que c'est une approche qui est complémentaire. L'AGE peut être jumelée à d'autres approches. Donc, si notre jeune qui est devant nous dit, hey, moi, honnêtement, j'ai calculé tous les facteurs de ma consommation, puis le meilleur choix en ce moment, c'est que j'arrête, puis que je consomme plus jamais de ma vie. Mais si c'est ça l'objectif du jeune, qui a pensé, qui est optimal, on peut parler d'optimalité en long et en large aussi, là, on s'entend. Si c'est ça le but du jeune, on va l'aider avec ça. T'sais, là, on parle depuis tantôt de comme, mais les jeunes qui ressentent du plaisir, qui veulent continuer, oui, si c'est ça la direction qu'ils veulent prendre, on va la suivre. Mais tout autant de l'autre côté, si le jeune a besoin d'abstinence,
on va le suivre là-dedans, puis si jamais ça dépasse notre niveau, ben on peut le référer à des approches en abstinence, parce que ces approches-là, ils ont aidé beaucoup de gens quand même, puis ils sont quand même super importantes. On travaille main dans la main avec n'importe quelle autre approche, on fait juste suivre ce que la personne veut. Puis c'est puissant suivre ce que la personne veut, contrairement à ce que les gens peuvent percevoir. J'ai eu souvent dans ma carrière des jeunes qui viennent me voir puis qui disent « Hey André, tu vas être content de moi, je veux tout arrêter. » Moi, je le regarde puis je dis « T'es sérieux, toi, mais pourquoi? » Là, il comprend plus rien. Il dit, mais je pensais que je te ferais plaisir en disant ça. Ouais, mais je dis, wow, là, as-tu vu tout ce que ça prend comme place dans ta vie? Les amis, la consommation, le buzz, l'argent, parce qu'il vendait aussi, par exemple. Puis toi, là, tu veux arrêter ça. Et là, dans ce temps-là, j'ai deux réponses. Soit que le jeune me regarde puis qu'il dise, ouais, ben, tu me mettras tous les avantages que tu veux. Moi, j'arrête, j'ai mes raisons. Ça a des bonnes chances de réussir. Par contre, d'autres fois, c'est c'est vrai que c'est beaucoup, tu sais. Fait qu'on va continuer à travailler avec, c'est pas ça. Mais là, il vient de réaliser quand entre lancer une phrase comme ça puis le mettre en application, ça va demander une implication beaucoup plus importante. Il est plus à l'heure juste de ce que ça va lui exiger. Fait qu'on travaille comme ça aussi en gestion expérientielle. Tu veux quelque chose, mais regarde l'impact là. Des deux côtés, oui, ça va t'apporter des choses bénéfiques. De l'autre côté, tu vas perdre. Eh ben, il y en a qui n'avaient pas vu ça comme ça. Ils étaient centrés sur le fait que ça va faire plaisir à tout le monde. Puis je vais être content comme ça. Ouais, ça se peut. Des fois, arrêter de consommer, ça règle pas tous les problèmes. Ça en crée des nouveaux aussi. Puis, tu sais, en gestion expérientielle, j'irais jusqu'à dire, tu sais, nous, dans le fond, en GE, on travaille le mode de vie de l'individu. Fait que nous, comme intervenants GE, on peut aussi rencontrer des non-consommateurs. Puis là, je m'explique, c'est-à-dire que pour un jeune qui fait le choix de ne pas consommer de substances, mais qui baigne dans un environnement où il y a de la consommation, puis des amis, puis des gens qui tournent autour de lui, qui consomment, ben il peut vivre des insatisfactions à ne pas consommer, il peut vivre des avantages à consommer. Fait que faire de la GE, on en fait aussi avec des jeunes qui ne consomment pas, mais qui tournent autour de cette sphère-là. Puis c'est de voir avec eux, c'est quoi les avantages que t'as à ne pas consommer, mais c'est quoi les désavantages, puis qu'est-ce qui est plus pesant pour toi. Puis après ça, il va se faire une tête avec la GE. Et c'est vraiment le mode de vie du jeune. Là. On peut travailler avec n'importe qui en gestion expérientielle, finalement. Ça donne vraiment des beaux suivis, ça aussi, là, je trouve, quand on commence avec des jeunes qui consomment pas. Tu sais, moi, j'ai eu des jeunes que j'ai commencé à voir quand ils étaient secondaire 1, secondaire 2, ils commençaient là, à voir la vapoteuse arriver dans leur cercle social, que leurs amis consommaient, mais ils étaient comme, ça me fait un peu peur, je connais pas ça me stresse, j'aimerais ça essayer, mais en même temps, tout le monde me dit que c'est pas bon, des choses comme ça. Fait que le fait de l'avoir dès le début, puis c'est ça notre but, en tout cas, là, en prévention, c'est de les avoir avant. Juste avant là, que le jeune commence déjà à se faire une idée puis à consommer, parce que comme ça on peut le préparer, à lui parler d'optimalité puis de dire hey, peu importe le choix que tu vas faire, tant que tu respectes ce que toi tu veux puis que toi tu es satisfait avec tes choix, ben ça va être correct. Puis moi j'ai suivi des jeunes qui ont commencé à consommer en sortant à l'adolescence. Souvent, je veux pas généraliser, mais souvent les jeunes vont l'essayer au moins une fois, tu sais. Puis il me parle de sa consommation, des expériences qu'il a fait. Puis à cause des rencontres qu'on avait eues avant qu'il commence, il était déjà en train de se poser des questions sur sa propre consommation dès le début. Puis là, en ce moment, il y a une consommation qui est satisfaisante. Il sait qu'est-ce qu'il aime pas, il sait qu'est-ce qu'il aime, puis il a même plus besoin de venir me voir parce qu'il est capable de réfléchir à ça tout seul. Fait que c'est hyper pertinent d'avoir les jeunes qui consomment pas à la base parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la vie leur réserve puis qu'est-ce qu'ils vont expérimenter au cours de leur vie, tu sais. Fait que c'est hyper pertinent, moi, je trouve, là, de les pogner vraiment tôt. Puis tu sais, tu parlais du concept d'optimalité qui est très, très, très intéressant avec nos jeunes. Ce que j'aime, moi, beaucoup de la gestion expérientielle, c'est qu'on n'est pas dans des affaires flafla, très grands, ou tu sais, l'atteinte de but un peu irréaliste, utopique. Tu sais, l'optimalité, là, ce qu'elle nous dit, là, pour être optimal dans ses choix de vie, il faut que tu assumes les conséquences de tes choix qui viennent avec. Puis ce qu'on dit aux jeunes, c'est
assumer ses conséquences, c'est pas être content des conséquences puis de faire hey yes, je suis content de vomir. J'ai une conséquence. Non, l'optimalité, c'est juste de réfléchir puis de dire hey, cette conséquence-là, tu sais, moi dans mon mode de vie, je suis pas capable de faire autrement que de cette façon-là. C'est comme ça puis c'est tout. Mais ça vient avec son lot de conséquences, positives comme négatives. Puis il faut que tu assumes les conséquences négatives de ça. Puis comme je le disais, c'est pas d'être hop la vie des conséquences, c'est juste d'en tenir compte puis de réfléchir au fait que ça vient avec le choix de mode de vie. Puis es-tu prête à les vivre puis les assumer? Puis des fois, dans leur réflexion, ça va être non, trop cher payé pour le plaisir que j'ai, mais des fois, là, ils vont nous dire, hey, non, honnêtement, c'est peu cher payé pour le fun que j'ai par la suite. Fait que c'est dans leur décision, puis c'est dans leur réflexion à eux, tu sais. Tout à fait. Puis la notion d'optimalité est en lien direct avec une notion qui est plus courante dans le milieu, celle de la résilience. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai pris le temps de réfléchir à tout ce qui pouvait survenir à la fois de bon et à la fois de moins bon. Évidemment, si je tombe dans le bon, je suis content. Voilà, j'ai ce que je voulais, puis tout va bien. Mais si je tombe dans le moins bon, quelqu'un qui est optimal, à ce moment-là, va rebondir beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que c'était prévu. Ça se pouvait qu'il soit malchanceux. Ça se pouvait qu'à un moment donné, les policiers pourraient l'arrêter sans qu'il le sache parce qu'il s'est fait dénoncer. C'était comme une possibilité qui pouvait exister. Fait qu'il est pas content d'avoir été arrêté. Mais en même temps, dans sa tête à lui, c'était mais ça faisait partie du deal que je m'étais fait. Donc, même s'il est pas content, il va rebondir beaucoup plus rapidement que celui qui avait pas réfléchi à ça, qui avait juste vu les avantages. Puis là, tout à coup, il se fait arrêter, puis là, c'est parti, là. Ça, on en entend déjà. C'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Puis là, c'est parti. Il assume pas son geste, il assume pas son comportement. Lui, il a pas fini avant de changer de comportement, là. Ça va prendre du temps de ce côté. Fait que ce principe-là d'optimalité, de se positionner, de permettre l'erreur, l'essai-erreur, etc., c'est très intéressant pour permettre aux individus de rebondir. Puis, dans ce sens-là, encore un mot que vous avez employé, l'accompagnement prend plus son sens. Parce que dans notre société, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est une intervention, un résultat. Voilà. C'est génial quand ça marche, mais honnêtement, ça marche pas souvent. Alors que quand on est dans une mesure d'accompagnement, la confiance se développe. Puis quand l'individu nous dit « Moi, je suis satisfait », il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il va être satisfait pour les 20 prochaines années. Peut-être que dans 3 semaines, 3 mois, tout à coup, il est plus satisfait. Mais là, s'il y avait autour de lui uniquement des gens qui y croyaient pas, qui ont essayé de lui dire à quel point c'était pas bon son choix, puis là, il va aller parler avec qui? Il y a personne pour l'aider, l'accompagner. Alors que s'il y a un intervenant qui a vraiment posé des questions, qui l'a confronté avec ses choix, avec les conséquences, avec les avantages, avec son style à lui, le lien de confiance est établi. Fait que dans 3 semaines, dans 3 mois, s'il y a des nouvelles questions, l'expérience nous montre qu'il va retourner voir cet intervenant-là, puis il va dire, là, écoute, je t'avais dit que ça m'allait, mais là, aujourd'hui, je suis plus certain. Voilà, l'intervention commence. Fait que c'est là où ça prend tout son sens. C'est une approche qui est très responsabilisante. Moi, j'irais jusqu'à dire, puis ça peut vraiment brusquer des personnes mais je vais le dire de cette façon-là, c'est qu'on n'est pas du tout dans une approche paternaliste. On n'est pas dans je vais te dire ce qui est bon pour toi. C'est une approche qui est vraiment, vraiment, vraiment orientée sur je te responsabilise dans tes choix. C'est toi qui vas vivre l'expérience, puis en fonction de ce que tu vis comme expérience, ça va venir moduler tes propres choix. Fait que c'est de redonner vraiment à l'autre. C'est d'avoir en tête qu'il est lui-même le propre expert de sa vie. Puis c'est correct qu'on apprenne par nos expériences. C'est les intervenants, les parents, les gens de la société, c'est moi, là, je te dis tout ça là, pour t'empêcher de vivre quelque chose de négatif. Quand au contraire, dans la philosophie de la gestion expérientielle, c'est que c'est correct. C'est sûr que là, si la sécurité, le développement, tout ça rentre en ligne de compte, on intervient dans une autre lignée. Mais c'est quand même de redonner le pouvoir de l'expérience à l'autre, puis que après ça fasse encore plus de sens parce qu'il y a un apprentissage expérientiel autour de ça. C'est mon propre vécu.
que je possède, puis après ça, je vais réfléchir en fonction de ce que moi je veux, pas ce que les autres veulent. C'est ça qui est intéressant. Mais ça demande vraiment un lâcher-prise sur l'autre personne dans une vision des fois où on veut être maternant, puis on veut donc pas qu'il arrive des expériences négatives. Ce n'est plus de donner des recettes. Avant, on avait des recettes du bonheur, catéchisme, etc., etc. Là, aujourd'hui, avec ce qu'on sait sur chaque cerveau de chaque personne qui est différent, on peut plus arriver avec un principe universel. Ça marche plus, là. Donc, si on n'a pas une recette universelle à proposer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on accompagne les gens, puis on renforce, comme tu disais, Lydia, avant, on renforce les capacités d'analyse, de réflexion, puis à ce moment-là, ben, la personne fait ses expériences, puis elle réagit beaucoup plus rapidement, là, de ce côté-là. Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est ça qui est vraiment exceptionnel avec la GE. Puis c'est ça qu'on répète souvent. Là, je reviens un peu juste à nos ados, mais c'est qu'on est une plus-value. Hein? On n'a pas le même rôle que toutes les autres dans l'école. Hein? Pourquoi que nous, ben c'est qu'on offre autre chose, une alternative, mais on travaille en collaboration avec toutes les autres personnes. Pourquoi que nous, avec nos ados, on peut se permettre d'être en GE? C'est qu'il y a d'autres personnes dans l'école qui travaillent au niveau de l'éducation, de arriver à l'heure, être à ses cours, respecter les règles, le cadre, qui travaillent à faire un bon citoyen de cet individu-là. L'agent GE, on est vraiment collé à comment réfléchit l'individu qu'on a devant nous. Fait que c'est vraiment comme une plus-value. C'est ça. La GE perd comme tout son sens s'il n'y avait pas toutes ces autres structures-là autour des jeunes, autour des personnes concernées. Parce que s'il n'y avait pas un discours différent, s'il y avait juste la GE, ça ferait aucun sens. C'est le fait d'être différent puis d'ouvrir une porte pour ces personnes-là qui n'ont jamais eu avant. Mais s'il n'y avait pas si toutes les autres portes étaient ouvertes, ça ne sert à rien d'en ouvrir une autre. Souvent, les jeunes se méprennent un peu parce qu'à notre discours, ils se disent « OK, ils sont cool ». Donc, des fois, ils vont critiquer. Moi, du temps que le cannabis était illégal, il y a des adolescents qui venaient me voir et qui disent « Tu vas être d'accord avec moi, il y a d'autres pays où c'est légal. » Ou leur dire « C'est injuste, c'est bas. » Ma réponse était toute prête à ce moment-là, c'était « Déménage. » Et tu me feras pas dire que la société ici a pas le droit de défendre ça. C'est pas parfait, bon, on peut critiquer, etc. Mais c'est la décision de la société dans laquelle tu vis. Moi, je n'irai pas remettre ça en question, là. Maintenant, si toi, t'es malheureux dans cette société-là, ça, c'est mon travail, on peut en discuter. Mais jamais on contredit les autres partenaires dans l'équation. Ça perdrait son sens, effectivement. Ouais. Je pense qu'on serait prêt pour la conclusion. Tiens, je vais vous proposer quelque chose. Je reprends vos questionnements sur la satisfaction puis l'optimalité. Puis Marie-Ève, t'avais commencé dans cette direction-là, fait que je vais me permettre de l'utiliser. C'est-à-dire que dans l'idéal, il y a aucune limite à ce qu'on pourrait dire qui est satisfaisant. Je veux gagner 1 milliard, je veux avoir 20 enfants, je veux une maison au bord d'un lac. Bon, c'est parti, là. Il n'y a pas de limite à ça. Donc, la satisfaction comme telle, c'est insuffisant si on ne l'ancre pas dans la réalité. Fait que ça veut dire qu'est-ce qui est satisfaisant pour toi, tout en étant jusqu'à un certain point plausible. Mais ça, c'est la personne qui décide, là. De ce côté-là, jusqu'à quel point ça l'est. Et ça définit l'optimalité. L'optimalité, c'est de comprendre que c'est pas d'être le plus heureux possible. Ça marche pas, ça. C'est un critère qui est pas humain. Non, même si les médias sociaux nous aident à penser que ça existe. Non, c'est pas ça. C'est de réaliser la question de l'optimalité, c'est tenant compte de qui je suis, de mon corps, mon cerveau, de mon passé, mon historique, ma famille, mes valeurs, mon éducation, considérant ce que je veux vivre, ce que je pense qui va me rendre satisfait dans la vie, est-ce que jusqu'à quel point, effectivement, ça a des chances d'arriver. C'est ça l'optimalité. Sachant que ça pourrait aussi ne pas arriver. Tout à fait. Fait que c'est une grosse question de philosophie de fait, de philosophie de vie, puis ça s'adresse à tous les adultes de la société, dont les parents. Regardez-vous vivre.
Est-ce que vous êtes toujours dans un ailleurs qui va être plus prometteur, plus satisfaisant? C'est quand le jour où vous allez arrêter de courir, vous allez dire, sais-tu, en ce moment même, là, je suis top. Pas le top du top, je suis top. J'adore ma place où je suis. Oui, mais t'as presque pas d'argent. Oui, mais je suis un artiste. Je publie. Oui. L'autre à côté dit, oh boy, pas d'argent, moi, désolé, mais je suis satisfait où je suis parce que j'ai de l'argent. Oui, mais tu pourrais en faire plus. Ouais, mais là, il faudrait que je mette plus d'heures puis j'ai une vie familiale. Donc, je suis à la bonne place. Ça, c'est des bons exemples d'optimalité de ce côté-là. Puis c'est l'objectif ultime de l'accompagnement qu'on parlait de la GE, c'est de rendre les gens familiers avec cette notion-là que un idéal qui est plus humain, ça vous tue. Un idéal, ça vous tire vers le haut, pas vers le bas. Ça marche pas. Exactement. Sur ces mots. Merci, André. Oui, absolument. Marie-Ève, si tu veux conclure. Ben oui, et dans le fond, merci beaucoup, André. C'est tellement intéressant. La gestion expérientielle, ce qu'on peut comprendre, c'est que là, on vient de faire une heure et demie là, ensemble de discussion, mais on a à peine commencé à effleurer le sujet. Donc, dans le fond, si jamais vous voulez en savoir plus, là, pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur la gestion expérientielle, n'hésitez pas à aller visiter le site d'André Terrien qui s'appelle Approche RTV. RTV signifiant réfléchir à sa trajectoire de vie. Donc, je vous invite à aller sur ce site-là. Il y a des vidéos, il y a des textes intéressants qui vont vous amener à pousser encore plus loin votre réflexion au niveau de la gestion expérientielle. Et j'ajoute, Montréal est vraiment chanceuse comme ville, comme territoire, d'avoir l'organisme Cumulus qui fait ce travail-là de pionnier, de façon professionnelle, avec une belle équipe de ce côté-là. Donc, évidemment, il y a les coordonnées aussi de Cumulus là, qui pourraient servir à tout le monde. Oui, absolument. On va mettre nos informations dans la barre d'informations du podcast. Donc, on veut dire merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rappelez-vous que Cumulus est un organisme en prévention des toxicomanies. Nous sommes une ressource pour les jeunes qui se questionnent sur les drogues et notre but est que le plaisir reste un plaisir. Merci beaucoup tout le monde.